L'Eurovision fête ses 70 ans, mais la compétition de chant s'annonce plus politique que jamais du fait des nombreux boycotts annoncés. L'Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie, l'Irlande et l'Islande ne participeront pas. 3 de ces pays ne diffuseront même pas la finale ce samedi soir, en cause la participation d'Israël, dont ils jugent la guerre menée à Gaza opposée aux valeurs européennes. Une politisation délicate pour le concours de chant le plus suivi du monde qui se revendique apolitique. Et voilà que sous le vernis kitsch de l'Eurovision apparaît de plus en plus nettement les déchirures politiques occidentales. Alors la revendication d'apolitisme est-elle encore tenable pour cette compétition artistique? Pourquoi cristallise-t-elle aujourd'hui ces tensions? Assistons à une rupture ou bien le concours finalement a-t-il été toujours géopolitique? Pour en parler avec nous, Cyril Brett, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, co-auteur avec votre camarade Florent Parmentier de Géopolitique de l'Eurovision, paru aux éditions Bréal, c'était il y a quelques semaines seulement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Question du soir. Je pense que c'est très bien, dans la mesure où l'Eurovision ne fait rien pour exclure de son festival un pays génocidaire et violent qui cause des guerres. C'est très bien que le retrait de l'Espagne soit vu comme une forme de protestation. Et j'espère que d'autres pays se joindront à nous. D'habitude, je regarde le concours, mais je pense que c'est très bien que l'Espagne se soit retirée, car nous devrions être plus au fait de ce qu'il se passe. Et je pense que d'autres pays devraient commencer à faire la même chose, car le peu qui se sont retirés, ce ne sont pas les plus importants. L'Italie et d'autres pays devraient le faire aussi. Je ne suis pas un Eurofan, mais je regarde l'Eurovision, j'aime beaucoup. Et je trouve que la décision de l'Espagne est risquée, mais dans le contexte actuel, c'est important de prendre des risques, car tout ne va pas bien. Et je pense que les droits humains devraient passer avant la participation au concours. Je pense que c'est une décision juste. Les droits humains avant la chanson, quels sont les arguments portés par ces pays boycotteurs de l'Eurovision, Cyril Bress? Eh bien, depuis au moins une décennie maintenant, on accuse Israël de s'offrir un brevet de respectabilité et de réaliser une stratégie de songwashing, c'est-à-dire en fait de se rendre attrayant malgré sa politique étrangère hautement critiquable. Les massacres à Gaza sont évidemment le feu des critiques. Et donc, ce qu'ont voulu faire ces 5 groupes audiovisuels qui boycottent et pour certains ne retransmettent pas la compétition, mais rappelons également la RTBF, dont les journalistes ont fait circuler une pétition pour que la RTBF se retire aussi du concours, eh bien, ils veulent protester, attirer l'attention, exactement comme dans les autres cas de boycott, quand on boycotte par exemple une grande compétition sportive ou quand on boycotte un sommet diplomatique, eh bien, on veut protester, attirer l'attention et instaurer un clivage entre, là en l'occurrence, la politique extérieure d'Israël et sa politique de colonisation et les valeurs européennes. Comment est-ce que a réagi la direction de l'Eurovision? Parce que c'est attirer l'attention, c'est aussi créer un rapport de force. Il y avait la possibilité aussi de ne pas faire participer Israël. Est-ce que cela a été envisagé? Pourquoi Eurovision a-t-il décidé de maintenir la candidature d'Israël à ce concours de chant? Écoutez, ils étaient très embarrassés. Et ça fait des mois. C'est vraiment leur croix. C'est vraiment un dilemme extrêmement difficile pour cette association de droit suisse, l'Union européenne de radio-télévision, qu'on connaît avec, vous savez, ce jingle de Charpentier, je ne vous le chante pas, mais enfin, qui est prélude à des missions en Eurovision, que ce soit les couronnements royaux, les mariages, etc. Et elle était prise entre 2 grandes tendances. Et c'est quasiment un conflit de principe, en fait. D'un côté, la volonté de réunir. L'apolitisme du concours de l'Eurovision, c'est vraiment fait pour que tous les téléspectateurs de la grande ère européenne se réunissent par-delà les différences politiques, par-delà les différences et les conflits linguistiques, ethniques, éthiques, pour pouvoir vivre un moment ensemble. Et donc c'est la grande vertu unificatrice de l'événement, de la musique, de la culture. Bon, elle est très industrialisée, elle est fortement vulgaire et très marquée par le kitsch, la culture de l'Eurovision. Enfin, c'est un moment de réunion. Et de l'autre côté,
la volonté de rester fidèle à l'héritage de 1956, la création de l'Eurovision. C'est fait pour dépasser la Deuxième Guerre mondiale. C'est fait pour que les Allemands et les Français chantent sur la même chaîne, les Italiens et les Britanniques partagent le même événement. Et donc, vraiment, l'Eurovision est prise entre ces deux tendances qui sont des tendances structurelles, qui sont des conflits de principe entre réunir, et ça veut dire accueillir tout le monde, y compris Israël, et marquer les valeurs européennes. Et c'est là où le statut juridique de l'UER, cette association de droit suisse, qui ne réunit que des groupes audiovisuels, et ça ne réunit pas du tout des ministères ou des gouvernements, est ambigu et ne permet pas de trancher. Et les débats cet automne ont été indéfinis pour savoir s'il fallait exclure ou s'il fallait permettre à Israël, plus exactement au groupe audiovisuel public Cannes israélien, de présenter un candidat à l'Eurovision. Et l'UR a été tellement embarrassée qu'elle a décidé de ne pas procéder à un vote en son assemblée générale pour la participation de Cannes, alors qu'elle avait procédé à un vote pour exclure les groupes audiovisuels biélorusses et russes en 2022. Et on va y revenir. Il y a une enquête du New York Times qui est apparue cette semaine. C'est dire si l'affaire intéresse, qui fait également état de triche de la part du gouvernement israélien qui aurait financé des campagnes d'appel au vote d'Eurovision pour favoriser ses candidats en dépit des règles du concours et donc détournerait le système de télévotation, parce qu'il faut expliquer que ça passe, on vote à distance, le public vote à distance pour favoriser les candidats israéliens. Quelle est l'importance pour le gouvernement israélien, si cela est avéré, de maintenir la présence à Eurovision malgré une campagne qui ne lui fait pas forcément du bien en termes d'image publique? Parlons d'actualité. Il n'y a jamais eu d'opposition aussi nette entre le gouvernement israélien Netanyahou et les chancelleries européennes qu'aujourd'hui. Et donc participer à l'Eurovision, avoir un accès direct aux 160 millions de téléspectateurs européens aujourd'hui pour le gouvernement Netanyahou et Cannes, le groupe audiovisuel que contrôle l'État israélien, avec une certaine indépendance, c'est essentiel parce qu'en fait, ça permet... Pour le gouvernement Netanyahou, ça permet de répondre aux campagnes de ce qu'il estime être des dénigrements injustes de la part des opinions publiques européennes. Mais pour aller de l'actualité la plus chaude, la plus dramatique, à toute l'histoire de la stratégie d'Israël au concours, depuis 1973 et la participation d'Israël et de Cannes au concours, le gouvernement israélien, quelle que soit sa tendance, quelle que soit sa position sur la question palestinienne et sur l'existence d'un État, a surinvesti le concours. En 1979, Israël accueille le concours. Et à ce moment-là, les pays arabes qui retransmettaient la compétition boycottent. Certains même, le groupe jordanien, annoncent que c'est la Belgique qui a remporté le concours, alors que c'est le candidat israélien. Et toutes les décennies de participation d'Israël au concours est prise dans cette volonté de s'arrimer à l'Europe pour remédier à son isolement au Moyen-Orient. Je vous propose d'écouter une archive justement de 1973. Et nous allons maintenant entendre Ilanit, la chanteuse israélienne qui chante quelque part Eisham, le thème quelque part nous trouverons un jour le petit jardin où nous serons heureux. C'est donc Ilanit, la chanteuse israélienne, qui a justifié ces précautions considérables qu'on a prises autour du théâtre depuis 2 jours par crainte d'un attentat, mais Dieu merci, tout semble bien se passer. Et Jean-Claude Rick vient de laisser sa place à Nourit Hirsch, chef d'orchestre féminin, le second de la soirée. Voilà la voix de la chanteuse Ilanit qui interprète Eisham. Dans quel vous le décriviez rapidement, peut-être on peut entrer dans le détail de cette histoire, le contexte qui fait que Israël, qui n'est pas sur le continent européen, se retrouve invité à ce concours. Que s'était-il passé à Munich en 1972 pour qu'Israël y soit invité en 1973? Oui, remontons même à la guerre des 6 jours en 67. Israël est vainqueur en quelques jours de tous les pays arabes coalisés et donc s'isole définitivement, s'exclut et est exclu de façon hostile par les pays arabes et est victime aux Jeux Olympiques de Munich d'un attentat de la part d'un mouvement terroriste palestinien. 11 athlètes israéliens sont assassinés
pour des motifs politiques. Et donc, Israël, en 1973, décide de s'arrimer à l'Europe symboliquement, médiatiquement, culturellement, et de remédier ainsi à ce qu'elle considère être la nouvelle persécution dont Israël et les Israéliens sont victimes au Moyen-Orient, puisque, replongeons-nous dans ces années. Dans ces années, l'existence même d'Israël se joue année après année. Et les mouvements palestiniens, les mouvements arabes réclament la disparition de l'État d'Israël. Et donc, pour Israël, c'est une espèce de cordon ombilical de survie médiatique, en fait. Le cordon ombilical de la survie militaire, il est assuré, on le sait, depuis 1967, et ensuite, avec la guerre du Kippour qui interviendra après l'Eurovision, pas avant l'Eurovision, est donné par les États-Unis. En revanche, la survie symbolique, au moment où, souvenons-nous aussi, les Européens commencent à bien intégrer dans leur mémoire collective ce qu'est la Shoah. Dans les années 50 et 60, à de multiples reprises, on se rend bien compte que la Shoah est occultée, qu'elle n'est pas connue, qu'elle n'est pas encore découverte. Primo Levi n'est pas encore le best-seller qu'il est devenu. Et donc, c'est le moment où Israël veut s'arrimer à l'Europe, revient en Europe, après tout le mouvement sioniste qui voulait justement sauver les Juifs des persécutions européennes et sauver les Juifs de l'Europe qui était devenue, depuis des siècles, le lieu des persécutions. C'est un peu le retour, vous voyez. Alors, évidemment, sur l'Eurovision, c'est sur un bord dérisoire, léger, kitsch, évidemment, mais il y a de très nombreuses initiatives qui sont prises, y compris sur le plan très sérieux diplomatique, de conclusion de partenariats stratégiques bilatéraux, et ensuite avec la communauté économique européenne sur le plan multilatéral, commercial, d'échange, de dispense de visas. Mais la stratégie israélienne à l'Eurovision, c'est un de ces multiples leviers qu'utilise Israël dans les années 70, puis ensuite dans les années 80, dans les années 90, pour s'affirmer comme une grande démocratie occidentale sans être européen. On parlait à l'instant de la stratégie du gouvernement israélien vis-à-vis des chancelleries européennes. Qu'en est-il du public israélien ? Est-ce que l'Eurovision, dès cette première participation en 73, rencontre un engouement ? Est-ce qu'il a une place peut-être plus importante qu'en France ou plus importante qu'en Espagne ? Beaucoup plus, et très souvent, les pays non européens investissent très très largement le concours, beaucoup plus que les notables de l'Union européenne, France, Espagne, Allemagne. Eh bien, dès les années 70, l'opinion israélienne et les téléspectateurs israéliens sont extrêmement mobilisés pour ce concours. Ils donnent une victoire en 78-79 et surtout, ce qui atteste de l'investissement collectif de cette société qui est extrêmement diverse, qui n'est pas du tout un bloc, c'est le canular de la radio-télévision israélienne qui annonce un jour que l'hymne israélien ne sera plus l'hymne officiel, mais la chanson qui vient de remporter l'Eurovision. Et ce canular, dont on peut savourer, disons, le sel, ou au contraire déplorer le mauvais goût, atteste effectivement de l'investissement d'Israël dans ce concours. Investissement qui se déroule tout au long des décennies et qui, par exemple, aboutit à la fin des années 90 à la victoire du premier candidat transgenre d'ANA International, qui est israélien et qui marque vraiment une inflexion dans la coloration politique de l'Eurovision comme scène des fiertés. Fierté des minorités, alors fierté des minorités genrées, LGBTQ+, mais également fierté des minorités linguistiques, des minorités sociales, des minorités régionales, des minorités géographiques. C'est à partir de ce moment-là aussi que les dialectes, les langues régionales s'expriment sur la scène de l'Eurovision et que l'Eurovision devient une espèce de chambre d'écho de l'attachement des Européens à la protection de toutes les minorités. Parce qu'on ne chante pas qu'en anglais à l'Eurovision, et c'est très important de le souligner. Il n'y a pas qu'Israël et que l'histoire du rapport d'Israël à l'Eurovision qui en marque la teneur, la qualité géopolitique. C'est que l'Eurovision d'emblée, vous l'avez dit, se construit dans un monde d'après-guerre, dans un monde où il y a aussi une Union soviétique. Est-ce qu'il y a une Eurovision occidentale du bloc de l'Ouest et une Eurovision du bloc de l'Est ? Et comment est-ce que ça s'organise, ces deux blocs-là ? Oui, alors le bloc communiste, donc les anciennes démocraties populaires et l'URSS, ont essayé de créer un contre-Eurovision, ce qui est une forme d'hommage en fait à la puissance visuelle, médiatique de l'Eurovision. Ça s'appelle l'Intervision. C'est basé sur
sur un concours de chant qui n'est pas russe, qui est polonais, et qui rencontre plusieurs éditions. Et le but, notamment dans l'ère brejnevienne des éditions de l'Intervision, c'est de montrer l'apogée internationale de l'URSS en faisant participer des candidats de tous les continents. Amérique latine, où on sait évidemment que les gouvernements ou les mouvements communistes étaient très puissants. Afrique aussi, bien sûr. C'est un Eurovision internationaliste. Internationaliste, effectivement, avec des modalités extrêmement différentes. Un poids de l'État bien supérieur. Et ironie de l'histoire, dès que Vladimir Poutine est exclu, ou que les groupes audiovisuels russes et biélorusses sont exclus de l'Eurovision en 2022 par décision de l'Assemblée générale de l'UER, eh bien, il ressuscite l'Intervision, justement, remporté par exemple par un candidat vietnamien l'année dernière. Je propose à ce titre qu'on écoute la victoire de l'Ukraine, l'Eurovision 2022. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les Ukrainiens, la diaspora ukrainienne et tous ceux qui, dans le monde entier, ont voté pour l'Ukraine et nous ont aidés à lui apporter cette victoire. Cette victoire est très importante pour l'Ukraine, surtout cette année. Merci du fond du cœur et gloire à l'Ukraine. On a parlé en 2017, il y a la guerre du Donbass, l'Ukraine qui organise l'Eurovision interdit l'entrée sur son territoire à la candidate russe Yulia Saimolova. Est-ce que c'est là, avec les appels au boycott donc de ces 10 dernières années, qu'il y a une sorte de tournant géopolitique assumé autour de l'Eurovision ? Est-ce qu'on peut parler de tournant de ce concours de ces dernières années, avec d'un côté le conflit russo-ukrainien, de l'autre le conflit au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine? Disons qu'avec les deux guerres, Russie-Ukraine et Israël-Palestinien, effectivement, on a sous les yeux depuis 10 ans un conflit terrible, fait de massacres de populations civiles, qui a une expression directe et violente sur la scène de l'Eurovision. Mais il faut se garder de l'effet de loupe ou de l'effet d'illusion rétrospective. Le concours est hautement politique depuis le début. Dans les années 50, il est fait pour réunir les anciens ennemis après la Deuxième Guerre mondiale, guerre dont l'ampleur a quasiment pour équivalent le suicide de l'Europe. Dans les années 60, le concours est hautement politisé par les dictatures du sud de l'Europe, salazaristes, franquistes, pour attirer les touristes du Nord dans la société de loisirs et fournir des devises à ces dictatures. Dans les années 70, les conflits du Moyen-Orient, bien sûr israélo-palestiniens, israélo-arabes, mais aussi turco-grecs et turco-chypriotes s'invitent sur la scène, et d'autres conflits, notamment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, s'invitent au fil des autres décennies. Il est toujours profondément polémique, profondément politique, profondément géopolitique, et ça tient en fait à son rayonnement. Jusqu'à ce stade du boycott par 5 de ses membres. Alors oui, le boycott est d'ampleur, et notamment c'est un des groupes audiovisuels les plus importants dans l'économie générale du concours qui a boycotté avec la RTVE espagnole. Mais les boycotts sont fréquents. L'Autriche, le groupe audiovisuel autrichien, boycotte l'organisation du concours par l'Espagne franquiste en 69. La Turquie boycotte l'Eurovision au moment de la plus grande tension avec la Grèce et avec Chypre dans les années 70, et la Grèce, elle aussi, boycotte le concours. Quant à l'Arménie, elle boycotte également le concours quand l'Azerbaïdjan y participe. Et puis, n'oublions pas les boycotts discrets, ce qu'on ne voit jamais. Le retrait de la Hongrie de Orbán contre la tendance LGBTQ+ du concours depuis 2019. N'oublions pas non plus le boycott très ancien désormais de la Turquie, de ce boycott, de la Turquie de l'AKP et d'Erdogan depuis 2012. Donc, il y a les boycotts qu'on voit,
ceux qui sont portés comme des pétitions, comme aujourd'hui, on a entendu les téléspectateurs espagnols, et il y a ceux qui sont beaucoup plus discrets, on vote avec ses pieds en s'en allant. Dans ce cadre que vous nous présentez, comment est-ce que le concours a-t-il pu un jour se rêver apolitique? Est-ce qu'il a mis en place des règles, des mesures pour tenter de, disons, fermer les portes du concours aux réalités du monde? Oui, il a chaque année un règlement qui prohibe dans les 5 premiers articles à chaque fois invariablement les contenus politiques, les postures politiques, les candidatures politiques ou les soutiens politiques. Vous avez parlé par exemple de la distorsion des votes avec des campagnes qui ont été menées par Israël par exemple, ou par l'Azerbaïdjan, ou par l'Ukraine d'ailleurs aussi, et par la Russie pour déformer les votes. Mais effectivement, le concours a pris ce rêve d'apolitisme, exactement comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football ou les grandes expositions, la Biennale de Venise ou les grandes expositions internationales, l'être apolitique, et sont toujours instrumentalisés, tout simplement parce que nous sommes dans une géopolitique de la visibilité, de l'affrontement des narratifs, cela depuis l'avènement des mass médias, c'est-à-dire en fait, ne remontons pas plus loin que la Deuxième Guerre mondiale et la généralisation des postes de télévision dans les foyers. Est-ce que à cet égard, vous parlez de la Coupe du Monde de football, il y en a une qui arrive là en 2026, il y a là aussi des appels au boycott, elle arrive également dans un moment de tension géopolitique assez particulier, il n'est pas nécessaire de le souligner. Est-ce qu'il y a des différences entre la manière dont se déploie la géopolitique à l'Eurovision et la manière dont elle a pu se déployer lors des Coupes du Monde de football, qui est peut-être l'événement comparable en termes de spectateurs? Parce qu'il faut rappeler que l'Eurovision, c'est pas seulement quelque chose de kitsch ou de ringard qui appartient au passé, c'est un événement extrêmement vu à travers le monde. C'est peut-être même le deuxième événement télévisuel. Alors, c'est le deuxième événement télévisuel, mais enfin, l'ordre de grandeur est quand même de 1 à 10. C'est 160 millions pour la dernière finale de l'Eurovision, et pour les épreuves d'athlétisme des derniers Jeux Olympiques d'été, on est à 1,5 milliard. Donc, on est même beaucoup plus que 1 à 10. Mais il y a une approche qui est très différente, qui est que malgré toutes les manipulations, les distorsions, l'Eurovision reste très européen. La diversité linguistique, même s'il est désormais, depuis 1999, possible de chanter dans la langue qu'on veut, l'anglais ne dépasse jamais les 55%. Parce que les identités nationales et les identités linguistiques s'expriment dans un patriotisme assez heureux et assez léger. Et la diversité linguistique et culturelle reste inscrite au fond de l'Eurovision, alors que dans les Jeux Olympiques, elle est plutôt gommée. Et une deuxième dimension... Les drapeaux sont permis à l'Eurovision. Exactement, ils sont permis, sauf le drapeau palestinien qui sera prohibé ce soir, samedi soir, et qui fera nécessairement sa réapparition. Il y a une deuxième dimension qui est que l'aspect est beaucoup plus ludique que dans le sport. Les valeurs du sport, l'effort, l'entraînement, le dépassement de soi, l'excellence, font que les pays sont beaucoup plus directement en rivalité, dans une espèce de compétition viriliste, qui font que c'est le plus fort qui gagne. Là, dans l'Eurovision, gagner à l'Eurovision, c'est autre chose qu'être le plus fort. C'est être le plus séduisant. Le mieux voté. Et oui. Et dans ce concours, eh bien, les tout petits pays ont autant de chances, puisqu'ils ont 3 minutes, une seule chorégraphie, et ils n'ont pas des délégations de 200 athlètes surentraînés comme peuvent l'avoir la Chine, les États-Unis, j'espère la France aussi, bien sûr. C'est-à-dire que l'Eurovision serait le concours où le chauvinisme n'aurait pas lieu? C'est-à-dire que ce serait le concours où les gens pourraient voter pour quelqu'un d'autre que leurs candidats nationaux? C'est possible, c'est le rêve un peu de l'Eurovision, mais c'est surtout, en fait, il y a une égalité qu'on ne constate pas dans les grandes compétitions sportives. Et la Coupe FIFA mondiale de foot là, qui aura lieu au Mexique, au Canada et également aux États-Unis, mettra aux prises des superpuissances sportives avec des tout petits pays sportifs. Là, on peut gagner quand on est un tout petit pays. La victoire de l'Ukraine l'a montré, et la victoire des Nordiques aussi. Au palmarès, les superpuissances de l'Eurovision, c'est l'Irlande et la Suède. C'est pas l'Allemagne et la France. Quelles sont les perspectives de l'Eurovision? Est-ce que c'est un concours qui est amené à s'ouvrir au reste du monde, comme une espèce de coupe du monde de la chanson? Est-ce que c'est au contraire un concours qui a comme perspective de rester le concours de l'européanité, qu'elle soit territoriale ou imaginaire, on l'a bien compris, ou conceptuelle? Alors la question se pose parce que l'Eurovision vient d'ouvrir une franchise en Asie,
pour ses 70 ans. La question se pose aussi parce que l'Eurovision est concurrencée par des concours privés, de Voice ou d'autres concours. Et l'Eurovision est concurrencée également en Asie par l'immense concours de chant organisé par la radio-télévision chinoise, qui est une télévision d'État. D'abord, l'Eurovision peut périr. Il peut périr des polémiques, ou il peut périr au contraire de son affadissement. Il peut périr de son provincialisme, si j'ose dire, en restant vraiment strictement européen, mais il peut également se développer. Et notamment, nous avons nous Européens, de formidables relais, des relais linguistiques. Le monde parle européen. L'Amérique latine, l'Afrique, évidemment. Il est temps que l'Afrique entre dans l'Eurovision sous une forme ou sous une autre. Les Maghrébins ont été spectateurs pendant des décennies sans être participants, à l'exception du Maroc en 1980. Donc je pense que ça, c'est l'avenir géographique de l'Eurovision. Et il y a sans doute également une ouverture à des thèmes nouveaux, et notamment celui des réfugiés. Les diasporas sont omniprésentes en Europe, les diasporas européennes sont omniprésentes dans le monde. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas des relais de ce rayonnement. Alors on peut ne pas apprécier la vulgarité et le kitsch de ce concours, ça reste une vitrine et ça reste des relais. Merci beaucoup Cyril Brett d'être venu nous parler de la géopolitique de l'Eurovision. Je rappelle le titre de votre livre, donc Géopolitique de l'Eurovision, le sous-titre La bande-son de la construction européenne, livre que vous avez co-signé avec Florent Parmentier aux éditions Bréal il y a quelques semaines tout juste. Merci à l'équipe qui m'a permis de préparer cette émission, Bruno Barada, Bertie Bourdon, et à la réalisation c'était notre amie Léa. Merci à tous, tout de suite à Voix Nue.